Je pense, ça y est, 332 participantes, participants. Il va encore y en avoir qui vont nous rejoindre, mais comme nous avons déjà dépassé le temps prévu de 9 minutes, j'aimerais vous souhaiter à tous cordialement la bienvenue pour notre réunion en virtuel, un plaidoyer pour l'Europe. Chers mesdames et messieurs, monsieur Finkelstein, cher monsieur Hérault, cher monsieur Schulz, et tous ces représentants des ambassades, de la presse, des ateliers, de la réflexion des ONG, des ministères, ressortissants des différents pays. Eh bien, merci de vous intéresser à notre événement d'aujourd'hui en coopération avec la Fondation Jean Jaurès. C'est un partenaire étroitement lié à nous en France. Merci de vous intéresser aux résultats de notre sondage consacré à la question de la souveraineté européenne. Nos deux fondations ont passé commande chez Ipsos pour ce sondage et ce sondage a été mené à bien dans 8 pays européens. Donc, d'ores et déjà, je vous remercie aussi au nom de Monsieur Martin Schulz. Merci de cette excellente coopération de nos équipes. Merci aux collègues de la Fondation Jean Jaurès. Merci à nos équipes à Berlin, à Paris. Les rapports franco-allemands nous tiennent à cœur pour ce qui concerne Martin, tout chacun le sait, et aussi pour ce qui concerne ma personne. Cela est une affaire qui me tient à cœur vu les liens culturels, économiques, géographiques, historiques de nos deux pays. Ce n'est pas seulement ça. On est en fait aussi un co-garant pour que le projet européen soit couronné de succès. Ce n'est pas des paroles creuses. Notre visite la semaine dernière chez l'ambassadrice à Berlin, Anne-Marie Descôtes, non seulement elle nous a accueillis avec un très bon déjeuner, mais aussi avec des entretiens très intéressants. C'était la première prise de contact que Martin Schulz et moi depuis notre élection au mois de décembre à titre de président ou membre du comité de direction de la Fondation. Eh bien, dans nos deux fonctions nouvelles, c'était la première fois que l'on a eu un rendez-vous de ce type. Alors, les rapports franco-allemands nous tiennent à cœur et aussi la coopération avec la Fondation Jean Jaurès. Pour parler du sujet très brièvement, eh bien, l'Europe, des fois, connaît une bonne conjoncture, des fois, n'en connaît pas. À l'heure actuelle, beaucoup de personnes voient l'Europe d'un œil critique. On en parle à titre de géant qui souffre d'entraves et la politique a ce terme clé de l'Europe souveraine, où l'Europe se pays, d'après en langue, oui, souvent on parle de l'Europe souveraine et bien dans les différents pays, on utilise à cet égard des termes différents. Néanmoins, la souveraineté européenne, notamment, ça désigne le rôle mondial mené à bien de par l'Union européenne. Alors, peu importe que l'on parle de stratégiquement autonome, de souveraine, l'idée, c'est qu'on soit en mesure d'agir dans de différents champs politiques et cette capacité de pouvoir agir politiquement parlant, donc voilà, fixer des intérêts autonomes, c'est tout cela que l'on veut dire par ce biais-là. En outre, on parle de la capacité, de la volonté de faire en sorte que ces priorités puissent être réalisées. Cependant, ces différents termes, souveraineté, autonomie stratégique, restent flous, même si on s'en sert souvent. La population de l'Europe, qu'est-ce qu'elle entend par là dans les différents pays? C'était ça le but de
du sondage mené à bien. Donc, voilà, dans 8 pays, nous avons mené à bien ce sondage. Quels sont les motifs? Quelle est la perception dans la population? C'est cela que l'on a voulu savoir par le biais de notre sondage. Par ailleurs, pour ce qui concerne la situation politique mondiale, elle est très volatile. Vu la pandémie du corona, cela représente un des défis majeurs depuis la Deuxième Guerre mondiale et il faut qu'on y fasse ensemble. En même temps, on a pu observer, comme notamment au début de la crise, vite, il y a eu des réflexes nationaux qui ont vu le jour parmi les voisins européens. La pandémie nous a démontré à quel point nous sommes vulnérables, à quel point nos économies sont dépendantes les uns des autres, à quel point on dépend des chaînes de livraison. C'est pour cela qu'on a dit qu'il va falloir que l'on arrive à savoir quelles sont les réponses que nous, on veut donner à titre d'Européens par rapport à cette situation politique et quel est le rôle mondial à mener à bien par l'Europe et notamment par l'Union européenne. Pour ma part, je dois reconnaître pour ce qui concerne le résultat du sondage, ils m'ont étonnée, mais je ne voudrais pas déjà les dévoiler maintenant. Donc, je suis ravie de pouvoir passer la parole à Gilles. Je nous souhaite pour nous tous une présentation intéressante, un échange fructueux et je tiens à vous remercier à nouveau tous. Merci. Merci Sabine. Bonjour à tous, c'est moi qui vais modérer ce webinaire. Je voudrais d'abord saluer chacune et chacun d'entre vous. Vous êtes 400, 500, je ne sais pas combien vous êtes exactement aujourd'hui. Vous êtes plus de 400, il y avait plus de 600 inscrits. Saluer évidemment Martin Schulz et Sabine van Driesch, le nouveau président et la nouvelle secrétaire générale de la Friedrich Ebert, qui est pour nous un partenaire absolument déterminant. Donc, je suis non seulement très heureux qu'on fasse cette étude et ce débat, mais leur dire à quel point la Fondation Jean Jaurès est mobilisée pour continuer d'approfondir la coopération entre la France et l'Allemagne, entre les sociodémocrates français et les sociodémocrates allemands, entre la Friedrich Ebert et la Fondation Jean Jaurès. Et puis, j'ajoute une salutation pour le prédécesseur de Sabine, Roland Schmitt, avec lequel on a bien travaillé pendant de nombreuses années. Saluer Jean-Marc Ayrault, qui est à la fois l'ancien Premier ministre et le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, et puis Brice Teinturier qui va nous présenter les études tout à l'heure. Juste 3 courtes remarques pour introduire la discussion. Première remarque, pourquoi a-t-on choisi de conduire cette étude sur la souveraineté qui est un peu le contexte politique dans lequel on a fait cette étude, je crois pour une raison qui est simple, c'est que la souveraineté, la question de la souveraineté est de retour. Elle est de retour sur une grande diversité de champs. On a parlé pendant la crise de notre souveraineté sanitaire, notamment lorsqu'on avait les uns et les autres des difficultés à fabriquer des masques. On a parlé récemment encore avec les nouvelles directives de souveraineté numérique, on a parlé de souveraineté alimentaire, de souveraineté stratégique, de souveraineté économique. Donc la souveraineté est de retour sur un champ très large et elle l'est avec une grande diversité d'acteurs. Il y avait traditionnellement un débat entre la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, et il y a maintenant ce concept de souveraineté européenne qui est venu s'ajouter. Le président de la République, François Hollande, en avait parlé une première fois au Parlement européen. Emmanuel Macron en a parlé à de nombreuses reprises, notamment dans son discours de la Sorbonne. Donc, c'est un concept qui est politiquement beaucoup plus central qu'il ne l'était auparavant. Et ce que l'on a voulu faire, c'est comprendre les perceptions des Européens sur ce concept. D'où, deuxième remarque, Sabine en a dit un mot, pourquoi avons-nous fait cette étude-là en particulier? Ce que l'on a essayé de faire, c'est d'avoir un périmètre géographique large. Le projet, au départ, était un projet franco-allemand. On avait discuté avec nos amis du bureau de Paris de la Fondation Friedrich Ebert et on était parti sur une enquête franco-allemande. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit que ça serait intéressant d'élargir à d'autres pays. Donc, on a pris les 5 pays les plus peuplés de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, mais aussi la Pologne, l'Italie et l'Espagne. Et puis, on a voulu avoir un autre pays d'Europe centrale et orientale,
deuxième le plus peuplé, qui est la Roumanie, le pays scandinave le plus peuplé, la Suède, et un pays balte avec la Lettonie. Au total, on a une vraie diversité des sensibilités des pays de l'Union européenne, et ce total-là représente 75% de la population de l'Union. Et on a voulu le faire avec un questionnement double. D'abord, commencer à s'interroger sur le concept de souveraineté lui-même, parce que notre interrogation était de savoir dans quelle mesure il était compris, et compris de la même manière ou pas dans les différents pays de l'Union, et puis après sur l'idée de souveraineté européenne elle-même. Sabine l'a dit, c'est l'Institut Ipsos qui a conduit cette étude et qui a réalisé aussi l'analyse pays par pays. Dernière remarque sur le déroulement de cette conférence, elle va se faire en 3 temps. Brice Teinturier va d'abord nous présenter les résultats. Dans un deuxième temps, il y aura une discussion entre Martin Schulz et Jean-Marc Ayrault que j'animerai. Et à 11h30, vous pourrez vous-même, tous ceux qui sont là à participer, à nous écouter dans ce séminaire, poser vos questions à Brice Teinturier, à Martin Schulz, à Jean-Marc Ayrault, à Sabine et à moi-même. Avant que Brice ne prenne la parole, je voudrais en 1 minute demander à Jean-Marc Ayrault et à Martin Schulz quel est le résultat qui les a le plus intéressés ou le plus surpris dans cette enquête, puisque Sabine a dit qu'elle avait été surprise. Je l'ai été moi-même. Vous, quel est le résultat en 1 minute avant que Brice présente l'ensemble de l'enquête qui vous a le plus surpris? Jean-Marc Ayrault, Martin Schulz. Branchez mon micro. Ça va, vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes, et merci à nos 2 fondations d'organiser ce moment d'échange sur une question très intéressante. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la question de la souveraineté, même s'il y a sans doute à préciser le contenu de ce mot et le sens qu'il prend à plus ou moins grande intensité d'un pays à l'autre, il y a quand même une attente forte partout, dans tous les pays que Gilles vient de citer, qui sont l'objet de l'étude, un intérêt pour cette question. Donc on est bien dans l'actualité, on n'est pas dans un débat théorique, parce qu'il y a effectivement une inquiétude très forte aujourd'hui de l'instabilité du monde, de l'incertitude du monde, et puis la conscience aussi de grands défis qui sont devant nous. Le défi climatique n'est pas le moindre, bien sûr, mais la crise sanitaire nous a montré la fragilité de nos sociétés. Et évidemment, tout le monde se demande comment on va faire pour assurer l'avenir de nos peuples et de nos populations. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, s'agissant de la France, on pourrait voir une contradiction. D'un côté, il y a le constat d'une insuffisance de souveraineté de l'Europe, à 64%, et puis en même temps, la demande d'une plus grande souveraineté de l'Europe et d'une plus grande souveraineté nationale. On pourrait y voir une contradiction. En fait, je pense que c'est assez révélateur des hésitations françaises, mais peut-être que ces hésitations peuvent être partagées par d'autres pays. C'est-à-dire, jusqu'où allons-nous? Allons-nous plus loin dans le transfert de souveraineté, sachant que ce sont les peuples qui décident? Le Parlement européen ne joue pas le rôle d'un État fédéral, donc c'est dans chaque pays, dans chaque nation que le suffrage universel exerce sa souveraineté, que le peuple exerce sa souveraineté. Donc il y a une hésitation française, je dirais, dans des moments cruciaux. Lorsque la France et les autres pays membres ont décidé de créer la monnaie unique, c'était un transfert de souveraineté. On abandonnait le franc, on abandonnait le marque et les autres monnaies pour l'euro. Et c'était le traité de Maastricht. Il y a eu un vote très serré, et le oui l'a emporté. Et puis ensuite, en 2005, lorsque la question s'est posée d'aller plus loin dans l'intégration, il y a eu au contraire le refus, avec le vote négatif en France et aux Pays-Bas du traité européen. Donc on voit bien que sur cette question de la souveraineté, de la maîtrise de son destin, les peuples hésitent, et particulièrement le peuple français, mais je n'en dis pas davantage parce que je pense que ce sera aussi l'enjeu de cette discussion avec Martin Schulz. Alors pareil, Martine, en 1 minute, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou le plus intéressé dans cette enquête? On entend Micro. Tu as ton micro qui n'est pas... Microphone. Qui est fermé. So, jetzt müsstet ihr mich aber eigentlich hören können. Maintenant, ça devrait être bon. Vous m'entendez?
Je répète à nouveau, normalement, vous devriez être en mesure de m'entendre. Vous faites oui de la tête. Moi, ce qui m'a été surpris, c'était peu de choses. En fait, beaucoup d'éléments qui ont été dévoilés de par l'étude. Je m'y attendais déjà. Cela correspond à mes expériences personnelles à titre d'homme politique européen, à l'échelon international, national, à l'échelon allemand, français. Les réponses de l'Allemagne et de la France ne m'ont pas surpris. Par contre, il y a deux éléments qui m'ont surpris. D'une part, c'est le degré de consentement pour la souveraineté dans un pays. Eh bien, le degré de consentement dans un pays comme la Pologne était beaucoup plus important que je ne croyais. Puis le scepticisme par rapport à ce terme de la souveraineté, par rapport à cette question de savoir s'il s'agit là d'un terme moderne ou vétuste. Eh bien, en Italie, on voit qu'une grande partie de la population croit que c'est un terme vétuste. Donc, il faudrait que cela nous touche. C'est un pilier de l'intégration européenne, l'Italie. Il nous reste 3 États de G7, l'Allemagne, la France, l'Italie. Donc, que là, il y ait une grande convergence par rapport à l'interprétation du terme de la souveraineté en Allemagne, en France, mais cependant en Italie, il y a cet écart et normalement, c'était un pays pro-européen. Donc là, il y a de la matière à s'inquiéter. Il y a eu un résultat du sondage. Là, j'ai dû sourire. Enfin, même, j'ai carrément rigolé en voyant ça par rapport à cette question de savoir qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit par rapport à ce terme de la souveraineté. En France, 300 personnes ont dit c'est le roi. Eh bien, voilà, c'était ça qui a occupé le premier rang. J'ai trouvé ça incroyable. Et puis, dans cette liste des réponses spontanées, là, on voit ces taux qui a été soulevé 15, 14 fois. Bon, il y a là une série qui m'a l'air importante. 15, 14, c'est la démocratie, monarque, royal, Macron. Je dois dire, pour ma part, c'était ça qui était notamment surprenant. C'était le résultat le plus surprenant du sondage. Merci beaucoup, Martine. Alors maintenant, je passe la parole à Brice Teinturier pour cette tâche à peu près impossible, mais je sais qu'il va la relever, de présenter une étude qui est une très grosse étude puisqu'elle est conduite dans 8 pays et qui a beaucoup de questions. Donc, ce qu'il faut en retenir, Brice, tu as la parole. Merci Gilles. Je voudrais d'abord vous faire part également du plaisir que j'ai à partager ces résultats avec vous parce que je fais ce métier depuis maintenant plus de 30 ans et j'ai rarement l'occasion d'avoir des études que je trouve aussi décapantes, aussi intéressantes et aussi importantes pour mesurer un certain nombre de décalages. Donc c'est vraiment une enquête passionnante. Merci à la Fondation Jean Jaurès et à la Fondation Ebert de nous avoir donné l'occasion de travailler sur un tel sujet. Je vais partager tout de suite les résultats avec vous, sans revenir sur ce qui a déjà été dit concernant l'échantillon par Gilles et par vous-même. Donc, on est sur un échantillon, important puisqu'il y a 8 pays, 8000 répondants au total, à chaque fois des échantillons représentatifs de la population des pays interrogés, 75% environ de l'ensemble de l'Europe. Je ne reviens pas sur ces éléments, Gilles en a déjà fait part, mais c'est un dispositif quand même tout à fait remarquable. Et j'en viens tout de suite à une première série d'enseignements, et notamment celui qu'évoquait à l'instant Martin Schulz, mais qui est un enseignement, je crois, majeur de l'enquête. Quand on demande en question ouverte, sans rien suggérer, ce que les Français et les Allemands notamment comprennent derrière le mot souveraineté, on a un résultat qui est tout à fait saisissant et qui en dit long sur les déformations qui peuvent s'opérer entre ce qu'un émetteur dit et pense vouloir faire passer au niveau des récepteurs et ce que les récepteurs entendent. Et effectivement, chez les Français, quand vous évoquez le mot souveraineté, nous avons plus de 300 citations qui nous disent « ça me fait penser à roi, à monarchie ». Nous en avons 121, 12% pour lesquels cela évoque le pouvoir, un nombre encore important pour lesquels ça évoque le mot reine, et enfin seulement
le mot indépendance. Donc ce terme de souveraineté en France est extraordinairement connoté, et il est connoté autour du registre monarchique. C'est extrêmement important parce que vous allez voir que toute une série d'autres éléments en découlent. Et si nous regardons du côté de nos amis allemands, ce n'est absolument pas cela. Alors moi, je ne suis pas un germaniste comme vous l'êtes, comme Jean-Marc Ayrault notamment l'est, mais les premiers termes, vous le voyez ici, qui sont représentés, connotés autour de ce mot, sont pour les Allemands l'indépendance et l'idée d'autodétermination, d'indépendance et d'État. Donc on est sur un tout autre registre. Un Allemand qui entend le mot souveraineté ne comprend pas la même chose qu'un Français qui entend ce mot souveraineté. Et quand vous avez fait l'étude, vous vous dites, mais oui, bien évidemment, sauf qu'on ne le savait pas avant. Et qu'encore une fois, cela va avoir beaucoup de conséquences sur la façon dont ce terme lui-même est perçu. Alors, premier élément, quand on demande maintenant aux populations… Attends, excuse-moi, Brice, juste je t'interromps un instant, je suis désolé. Est-ce que tu as la possibilité de mettre la présentation en grand écran? Je ne suis pas en grand écran. Est-ce que là, c'est bon? Oui, voilà. Et là, c'est mieux pour vous. Et du coup… Après, il y a un petit souffle sur le son, mais ça, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. C'est moins sûr, malheureusement. Est-ce que là, vous voyez bien déjà et est-ce que vous m'entendez quand même correctement? On voit beaucoup mieux et on t'entend mieux. Bon, on va essayer d'avancer à ce moment-là comme ça. Du coup, l'autre point important également, c'est quand on demande, une fois qu'on a mesuré la compréhension des termes, quand on demande comment est connoté ce mot souveraineté, est-ce qu'il évoque quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Alors, deux enseignements majeurs. D'abord, oui, majoritairement, c'est une majorité relative, ce terme évoque quelque chose de positif. Vous le voyez, 46% pour l'ensemble de la population interrogée, c'est du positif, et 17% seulement, pardon, cela évoque quelque chose de négatif. Donc, globalement, on est bien sur un terme qui reste majoritairement positif. Mais il faut tout de suite le nuancer, puisque vous mesurez aussi que chez les Allemands, on est à 73% d'évocation positive, ce qui est assez cohérent avec ce qu'ils comprennent aussi du mot souveraineté. C'est vrai également en Pologne, en Roumanie, en Lettonie, en Suède. En revanche, vous avez trois pays, et pas des moindres malgré tout, pour lesquels ce terme n'est pas si positif que cela. En France, 29% de connotation positive, 25% de connotation négative, donc un différentiel dans notre jargon tout juste positif. En Italie, le terme est même majoritairement, 35% contre 21%, connoté négativement. Et puis en Espagne, on est aussi sur quelque chose qui est faiblement positif. Donc il ne faut pas s'imaginer, c'est le premier enseignement, que le mot est compris de manière univoque et qu'il génère des évocations univoques également dans cet ensemble qui reste culturellement contrasté et qui est l'Europe. Alors, deuxième élément, mais qui va en découler, est-ce que ce mot est dépassé ou est-ce que ce mot est moderne? Eh bien, pour de nombreux Européens interrogés, c'est quand même un terme qui reste dépassé. D'abord, le premier résultat, c'est qu'il n'est ni moderne ni dépassé, 40%, et puis pour 8%, il ne renvoie à vraiment rien de particulier. Mais une fois qu'on a dit ça, 32% jugent que le terme est plutôt désuet, dépassé, et 20% seulement qu'il est moderne. Et là encore, avec un contraste extrêmement important par grande zone géographique, par pays. Pour les Français, et on le comprend parce qu'on sait ce qu'ils mettent derrière le mot souveraineté, eh bien presque un Français sur deux, 49%, nous dit que c'est un terme dépassé. C'est assez logique dans la mesure où c'est un terme qui renvoie principalement au registre de la monarchie. Ce n'est pas cela chez les Allemands. Là, au contraire, on est à un petit 31%, mais nettement au-dessus de la moyenne générale qui nous dit que c'est un terme moderne. Et en revanche, en Italie et en Espagne, vous voyez qu'un peu comme en France, on considère que c'est un terme plutôt désuet. Donc les connotations associées ne sont pas les mêmes, le niveau de ressenti positif ou négatif n'est pas le même, et le niveau de modernité du terme ne l'est pas non plus. Ce sont vraiment, là je crois déjà, trois résultats absolument fondamentaux à avoir à l'esprit. Alors est-ce que ce terme de souveraineté est connoté en termes de gauche ou de droite? Pas vraiment. Le principal résultat, c'est vraiment que 58% des Européens nous disent qu'il n'est ni de gauche ni de droite, mais que malgré tout, une fois qu'on a posé cela,
il est un peu plus dans le registre de la droite, 23%, que associé à un registre de gauche, 6%. Et là aussi, vous voyez qu'il y a des différences par pays et des différences qui se comprennent. C'est toujours, d'ailleurs, en France et en Italie, que le terme qui est le plus connoté donc, à un registre monarchiste eh bien, est le plus connoté aussi à un registre de droite. Mais on peut dire, et je crois que c'est plutôt une bonne chose, que ce terme n'est pas un marqueur idéologique de gauche-droite qui ferait qu'il serait répulsif ou au contraire attractif selon votre propre préférence partisane. Et ça, c'est plutôt, me semble-t-il, une bonne chose. Alors, j'en viens maintenant à un des indicateurs que moi j'ai trouvé parmi les plus intéressants. C'est quand on demande toujours aux populations interrogées ce que ce terme de souveraineté évoque pour elles, mais cette fois-ci en leur proposant une liste de termes. Vous voyez ici qu'il y a une moyenne globale, mais qui finalement n'est pas si signifiante que ça. Moyenne qui met en avant d'abord les notions d'indépendance, de puissance, d'autodétermination, de nationalisme, et puis assez loin derrière ensuite la liberté ou le protectionnisme ou la protection. Mais ce qui est le plus frappant, me semble-t-il, c'est le contraste par pays. Vous voyez à quel point en France, les trois premières réponses, par exemple, sont la puissance, le nationalisme et le protectionnisme. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'Allemagne, où là, de manière tout à fait cohérente avec ce qu'on évoque derrière le mot souveraineté, eh bien, on va mettre en avant beaucoup plus la notion d'indépendance, puis la notion d'autodétermination, puis la notion de liberté. Si on prend la Pologne également, c'est un autre cas de figure. En Pologne, l'indépendance est la première des réponses, mais vous voyez aussi que la liberté talonne cette première réponse à 61%, et que les Polonais savent bien le rapport qu'il peut y avoir entre la souveraineté et une liberté qui a été chèrement conquise. Donc on ne met pas la même chose et les mêmes notions suivant le pays dans lequel on est, même si une hiérarchie, malgré tout, se dégage pour mettre d'abord en avant l'indépendance, la puissance et l'autodétermination. Alors on a cherché également dans un second temps, dans un deuxième volet, à mieux savoir quelle était la compréhension de l'expression souveraineté européenne, puisqu'on avait là maintenant identifié ce que les populations mettaient derrière le terme souveraineté, mais il faut voir ce qu'ils mettent derrière la souveraineté d'abord nationale, puis la souveraineté européenne. D'abord, et c'est une bonne nouvelle, les opinions publiques ne mettent pas la même chose, on l'a vu derrière le mot souveraineté, mais en revanche, à 71%, quand on parle de souveraineté nationale, elles ont le sentiment de bien comprendre qu'il s'agit d'un concept clair. Là encore, il y a des différences par pays, mais moins marquées. C'est en Italie que le concept apparaît le moins clair, mais sinon, dans la plupart des pays, vous voyez que les niveaux sont élevés, souvent à plus de 70%, 75% et plus, pour dire oui, c'est un concept clair. Donc, souveraineté nationale, on a le sentiment de savoir de quoi il s'agit. Souveraineté européenne, un peu moins, mais malgré tout, 63% nous disent aussi « je vois ce qu'est la souveraineté européenne ». J'ai l'impression de bien comprendre que c'est quelque chose de clair. J'ai envie de dire que ce n'était pas gagné d'avance. On a d'ailleurs, vous allez le voir dans un instant, un indicateur où on les fait réagir sur est-ce que c'est un concept contradictoire, cette idée de souveraineté européenne ou pas. Il n'était pas si évident que ça que cet attelage de l'Europe et de la souveraineté soit finalement si bien compris que ça. C'est une bonne nouvelle, il l'est plutôt, sauf là encore en Italie. Et puis on a également testé le concept de stratégie, d'autonomie stratégique, qui est parfois plus utilisé dans le cadre européen et qui est quasiment au même niveau que le concept de souveraineté européenne. 61% donc de la population interrogée nous dit que c'est clair, donc quasiment le même niveau que pour la souveraineté européenne, avec, vous le voyez ici, des petites différences qui sont quand même intéressantes. Les Italiens qui trouvaient que la souveraineté européenne n'était pas un concept si clair que ça, préfèrent manifestement, puisque là pour 70% c'est un concept clair, l'idée d'autonomie stratégique. Mais donc globalement, on est dans quelque chose qui fonctionne en termes de compréhension supposée de la part des populations interrogées, même si, encore une fois, elles peuvent ne pas mettre exactement les mêmes choses derrière chacun de ces concepts. Alors, une fois qu'on a mesuré si ces termes sont pour eux clairs ou pas clairs, il faut également voir comment ils sont connotés. Alors, la souveraineté nationale est connotée positivement par 57%, donc une majorité des pays, des populations interrogées. Gilles rappelait dans son introduction que l'idée de souveraineté
de retour, et Jean-Marc Ayrault y insistait également. Vous le voyez ici, oui, c'est un concept qui est plutôt connoté positivement dans un monde profondément anxiogène, profondément complexe et profondément instable. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, il faut insister là aussi sur les différences par pays qui vont de pair, je crois, toujours avec la définition et les connotations associées. En France, on a quand même un niveau de réponse négative qui n'est pas négligeable, qui contraste avec le résultat au niveau des Allemands, pour lesquels vraiment la souveraineté nationale est quelque chose de positif, pour 64%. Vous voyez que c'est plus contrasté chez les Italiens, un peu comme chez les Français. Ça reste positif, mais c'est quand même beaucoup plus contrasté. Et puis que dans les pays, donc Pologne, Roumanie, Lettonie notamment, là on est sur quelque chose de très positif. La souveraineté nationale, c'est quelque chose de très positivement perçu. Quand on parle de souveraineté européenne, on est à un niveau qui reste majoritairement positif, mais qui est quand même tout juste majoritaire, 52%. Donc, il y a des choses malgré tout encore à travailler, avec là aussi des écarts importants par pays. En Allemagne, c'est là, avec les pays du Nord, Pologne, Roumanie et Lettonie, on est le plus positif sur l'idée de souveraineté européenne. Et vous voyez qu'en Italie, c'est plutôt quelque chose où le négatif l'emporte, et puis que les Français sont également beaucoup plus en retrait ou beaucoup plus critiques. Donc on reste dans une connotation positive, mais qui est malgré tout un peu plus faible que les 57% de connotation positive associée à la souveraineté nationale. Et puis quand on parle d'autonomie stratégique, on est sur un rapport assez proche, là, 49%, ça reste positif, 49% donc de connotation positive. Et à nouveau, le cas particulier de l'Italie qui manifestement préfère de loin ce terme, puisque cette fois-ci, pour nos amis italiens, on rebascule sur quelque chose de positif, ce qui est un peu moins le cas, par exemple, pour les Allemands ou dans les autres pays. Donc, trois termes avec des niveaux d'intensité variables, mais trois termes qui restent connotés malgré tout positivement. Et de fait, quand on demande aux personnes interrogées si l'idée d'accoler la souveraineté à l'Europe est quelque chose qui leur semble contradictoire, renvoyant vraiment à des notions aux antipodes les unes des autres et en tension, c'est un oxymore d'une certaine façon, ou si au contraire ce sont des termes complémentaires, eh bien vous voyez que globalement 58% nous disent quand même que la complémentarité l'emporte, ce qui est tout à fait cohérent avec ces connotations positives que nous avons vues autour de la souveraineté européenne, mais que vous avez des populations nationales qui peuvent être à des niveaux d'adhésion quand même très différents. En France, par exemple, on est sur un 52-48 avec une petite majorité pour dire que c'est quand même contradictoire. En Italie également, ce qui n'est pas du tout le cas, et bien évidemment de l'Allemagne, qui là, à 73%, voit une grande complémentarité dans ces termes, mais également de l'Espagne, qui sait aussi ce qui doit, dans sa sortie du franquisme, à l'Europe. Et puis, vous voyez également la Pologne, qui à 61% considère que les termes sont complémentaires. Donc, des différences culturelles, je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et quand on demande à quoi renvoie prioritairement cette idée de souveraineté européenne, ce qui est assez frappant, là encore, c'est de voir à quel point c'est davantage globalement l'idée d'indépendance vis-à-vis des autres ou de capacité à vivre avec ses propres valeurs ou préférences que, par exemple, la question de la coopération, qui arrive à 35% contre 57 et 58% pour les deux premiers termes que je viens d'évoquer. Et là encore, des contrastes nationaux qui sont importants. Pour les Allemands, c'est très très clair, l'indépendance est la première des réponses. On a ensuite à égaliser la capacité à vivre selon ses propres valeurs et normes, et puis la capacité à défendre à être dans un schéma de coopération, ce qui est moins le cas de la France. La coopération en France n'est pas une idée aussi fortement répandue qu'en Allemagne. Et en Pologne, vous avez encore d'autres éléments qui sont là. Donc, une hiérarchie globale, certes, mais des différences culturelles qui restent importantes. Dernier point maintenant, et pas des moindres, l'avenir. Une fois qu'on a posé l'ensemble de ces termes, qu'en est-il de l'avenir? D'abord, une question quand même majeure, est-ce que pour les populations interrogées, l'Europe est tout simplement souveraine? Il a une réponse qui est majoritaire, un oui à 51%,
mais tout juste majoritaire, avec une faible intensité. Vous voyez que le Yes, definitely ne pèse que 8%, et puis des contrastes importants par pays, des jugements qui ne sont pas toujours les mêmes, beaucoup plus favorables en Allemagne qu'en Italie ou qu'en France, beaucoup plus favorables également en Pologne. Donc ce concept, cette idée que l'Europe est indépendante, doit être plus explicité et raffermi. Il existe majoritairement, mais il n'est pas si puissant que ça. Et on le comprend beaucoup mieux, c'est pour ça que cette enquête, je trouve, est tout à fait remarquable, parce qu'elle nous donne non seulement les constats, mais les clés de compréhension. On comprend beaucoup mieux quand on demande aux populations interrogées qu'est-ce qui fait que l'Europe est européenne, quels sont les fondamentaux, les leviers qui permettent de dire si l'Europe est souveraine ou pas. Alors, je vous propose là de regarder surtout la colonne en vert foncé et pas simplement le total de c'est essentiel, c'est important mais pas forcément essentiel. Si on se concentre sur ce qui est essentiel, on voit qu'on a d'abord l'idée d'une économie qui doit être prospère, l'idée d'une sécurité, d'une politique de défense commune aussi, et puis la capacité d'un certain nombre de sujets clés activés par la crise du Covid évidemment, d'être autonome, d'assurer sa propre production, notamment en termes d'alimentation et en termes de santé. La santé est un thème qui n'a cessé de monter, qui progressait déjà avant le Covid-19 et évidemment qui a été boosté aussi par cette pandémie. Vous avez d'autres éléments qui sont quasiment au même niveau, un petit peu en retrait, mais jugés comme essentiels également sur le fait d'avoir ou pas ses propres sources énergétiques, d'avoir une capacité à défendre aussi ses propres valeurs, la démocratie, l'état de droit. C'est quand même jugé essentiel par 61% des populations interrogées. Et puis après, des conditions qui sont malgré tout un petit peu plus en retrait. Si on va au bas du tableau, par exemple, l'idée d'avoir des ressources fiscales autonomes est quelque chose qui est quand même un petit peu moins important, ou de pouvoir contrôler des infrastructures, c'est pourtant un sujet majeur de digital, type 5G, etc. C'est jugé essentiel, cette fois-ci par une minorité de personnes, 46%. Donc, on a les critères, on voit bien les fondamentaux qui permettent aux populations de juger ensuite, de se dire ensuite, est-ce que l'Europe est souveraine ou pas. Et là, vous avez du coup, je vais passer plus rapidement, beaucoup de différences à nouveau entre les pays, un certain nombre de points communs, mais ce contraste toujours important et assez impressionnant entre notamment la France et l'Allemagne, où on ne met pas en avant les mêmes critères pour affirmer, pour savoir si l'Europe est véritablement souveraine ou pas. Alors, en revanche, ce qui est important, c'est l'avenir aussi, et c'est de savoir s'il est nécessaire de renforcer ou pas la souveraineté européenne et la souveraineté nationale. Et là, Jean-Marc Ayrault le soulignait, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Véritablement, la réponse est un oui, et cette fois-ci, un oui fort. L'idée de souveraineté, que l'on parle de souveraineté européenne, de souveraineté nationale, est une idée qui apparaît comme nécessaire, qui doit être renforcée. 73% pour la souveraineté européenne, ce n'était pas gagné compte tenu de tout ce que je viens de montrer, mais ça montre à quel point cette idée est quand même une dynamique aujourd'hui importante, et 77% pour la souveraineté nationale. Je passe sur les petites différences par pays. Je dis cette fois-ci petites parce que dans tous les pays, on est à minima à plus de 60% et souvent à 70% ou à 80%. Alors, quelles sont maintenant les raisons qui font qu'on doit renforcer la souveraineté européenne? Elles sont assez claires. Il y a d'abord un triptyque global autour de la menace terroriste, du changement climatique et des menaces sur la santé. Et là, les populations comprennent bien que l'échelon national est un échelon désuet, inopérant, et qu'il faut donc passer à cette souveraineté européenne si l'on veut éviter, si l'on veut être efficace sur ces trois grandes thématiques. J'ajoute que ce ne sont pas évidemment des thématiques mineures dans l'opinion. Le changement climatique, par exemple, n'a cessé de progresser dans la hiérarchie des préoccupations. La santé, je l'ai dit, est devenue véritablement un sujet majeur. Et la menace terroriste évolue malheureusement suivant qu'on ait ou pas des attentats terroristes, mais ça s'impose en tous les cas comme un élément clé qui doit venir être là pour justifier qu'on renforce la souveraineté européenne.
Et puis ensuite, on a d'autres mesures un petit peu moins importantes, mais qui sont quand même fortes, et notamment dans certains pays. Vous voyez par exemple que le sentiment que la Chine voudrait imposer son pouvoir arrive à un niveau intermédiaire, mais par exemple en France, c'est quelque chose qui est assez prégnant, alors que ça l'est beaucoup moins dans les autres pays. Ce n'est pas le cas en revanche de la Russie ou de la Turquie. Donc on a une bonne hiérarchie de ce qui doit justifier un renforcement de la souveraineté européenne. Voilà pour ces principaux éléments. Il y a des obstacles évidemment aussi que soulignent les populations et qu'on a voulu tester un renforcement de la souveraineté européenne. Le fait qu'il y ait en Europe des gouvernements nationalistes, c'est quand même la première des raisons invoquées, même si elle est talonnée également par l'idée que d'autres puissances chercheraient à limiter notre capacité à avoir une souveraineté européenne forte. Donc j'ai envie de dire que l'opinion publique là, a vraiment conscience des enjeux géopolitiques globaux qui font que certains veulent limiter l'émergence d'une Europe souveraine et forte, et puis qu'on a toujours ce héros du nationalisme qui va à l'encontre. Également, tout particulièrement d'ailleurs en France, cette idée que les institutions pourraient être déficientes. On est beaucoup en France sur la question des institutions comme cause majeure et explicative de beaucoup de nos maux. On le retrouve à propos de la supposée faiblesse donc, de la souveraineté européenne. C'est beaucoup cité en France, ça l'est moins dans d'autres pays. Et puis enfin, d'autres raisons, mais qui pèsent moins, sur les différences culturelles entre les différents pays qui composent l'Europe ou la pression des industriels autour des plateformes digitales. Voilà pour les principaux résultats de cette enquête. Encore une fois, je crois qu'elle est non seulement extrêmement intéressante dans les constats, mais également dans les explications, et qu'elle montre à quel point il faut réfléchir aux termes qu'on utilise et ne pas être dupes qui peuvent être compris de manière totalement différente suivant les pays et les cultures historiques dans lesquelles on évolue. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Brice. Je te laisse quitter le grand écran. Merci pour cette présentation. Vous avez eu beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres. C'est vrai pour les intervenants qui avaient déjà pris connaissance des résultats de l'enquête. C'est vrai davantage encore pour tous ceux qui sont devant leur écran. Si vous souhaitez y revenir à tête plus reposée, l'ensemble de ces données sont disponibles sur les sites de la Fondation Jean Jaurès et de la Fondation Friedrich Ebert. Je voudrais maintenant me tourner vers Martine Schulz et vers Jean-Marc Ayrault. On va aborder peut-être les deux volets, c'est-à-dire à la fois les mots et la chose. Les mots le concept de souveraineté, le concept de souveraineté nationale ou de souveraineté européenne, et puis la chose, c'est-à-dire la réalité de cette souveraineté européenne, les différents champs dans lesquels elle peut se déployer, les obstacles qui sont devant elle. Si on commence par les mots, je voudrais demander à l'un et à l'autre votre regard sur ces résultats, à la fois comme Européens et puis comme Allemand et comme Français. Brice notait le décalage qu'il y avait entre les différents pays, et c'est vrai particulièrement entre la France et l'Allemagne. Donc peut-être Martine pour commencer, et puis Jean-Marc après. Martine. Okay, also soll ich beginnen? Donc, c'est à moi de commencer. OK. Eh bien, tout d'abord, ce qui me surprend, je voudrais le répéter, ce sont les résultats des pays, la Pologne, la Lettonie, la Roumanie. On pense normalement que dans la manière de percevoir le développement de l'Union européenne, leur manière de percevoir la souveraineté européenne par rapport à tout cela, ils sont beaucoup plus sceptiques que les États qui ont fondé l'Union européenne. Et cela ne découle pas de l'analyse. Au contraire, on voit des taux de consentement très importants. Je suis très surpris des grands taux de consentement de la Pologne par rapport à ce terme de la souveraineté
européenne. Et en Roumanie aussi, les chiffres sont impressionnants, mais vis-à-vis cette perception du terme souveraineté européenne, on voit une réserve dans les pays du sud de l'Europe. Et cela ne m'étonne guère lorsque je regarde les réactions des pays européens suite à la crise financière, lorsque je me souviens l'Espagne, le Portugal, la Grèce et en partie également l'Italie, tout ce qu'ils ont dû endurer, et cela de l'échelon de l'Union européenne. Souvenez-vous, la politique de la Troïka. Donc, bien sûr, il y a une certaine distanciation, une certaine réserve par rapport à cette politique européenne. Pour ce qui concerne l'Allemagne et la France, dans le sondage, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Et puis, notamment, ce qui me rend optimiste, je voudrais notamment vous dire ce qui me rend le plus optimiste et ce qui me rend le plus pessimiste. Notamment, ce qui me rend optimiste, c'est le fait que beaucoup de personnes, à la fois en Allemagne, en France et dans les autres pays, pour ce qui concerne le thème de la souveraineté nationale et de la souveraineté européenne, ils ne les perçoivent pas comme quelque chose de contradictoire, mais comme complémentaire. Il ne faut pas que l'un aille envers l'autre. Il se peut que l'un puisse être combiné avec l'autre. Cela me ramène vers une ancienne thèse que je réfute depuis des années. Je voudrais la répéter. Il nous faut un ordre de compétences pour l'Union européenne, que l'on définisse clairement quelles sont ses compétences et quels sont les domaines pour lesquels l'Union européenne n'est pas compétente. Et là où elle n'est pas compétente, il ne faudrait pas qu'elle s'en mêle. Cela pourrait occasionner un retransfert de compétences européennes à l'échelon régional, à l'échelon national, pour faire en sorte que tout ce que nous n'arrivons plus à résoudre à l'échelon national, et le sondage le démontre, le changement climatique, le terrorisme, la PAC, des choses comme cela, eh bien, il faut davantage les régler par le biais de l'Union européenne, et à cet égard, il lui faut une souveraineté. Là, ce résultat du sondage pointe dans cette direction-là, et je pense que nous sommes à même de faire en sorte que la population nous suive dans ce sens. Et puis, ce qui me rend pessimiste, notamment au résultat de l'Allemagne, les gens ont une crainte. Ils craignent qu'il y ait des États de l'Union européenne qui soient dirigés de par des souverains tellement nationaliste que cela puisse détruire l'Union européenne. Et on le voit, le mythe fondateur de l'Union européenne fait que tous ceux qui entrent dans cette communauté juridique doivent accepter de respecter le droit de cette union. On n'aurait jamais pu croire au préalable que quelqu'un entre dans l'Union européenne pour dire une fois dedans, cela ne compte pas pour moi, ce droit. C'est ce que l'on observe à Budapest et à Varsovie. Les États membres, pour ce qui concerne le droit de l'Union européenne, ils sont en train de le nier. On n'aurait jamais pu croire qu'on arriverait à de tels extrêmes. Mais bon, si Salvini était devenu Premier ministre en Italie, aussi Marine Le Pen, un beau jour, devienne présidente, ça ne va pas voir le jour, mais imaginons-nous, il y aurait quelqu'un comme Marine Le Pen. Ça serait le début de la fin de l'Union européenne. Si dans un État fondateur, un gouvernement dit, nous sommes là-dedans, mais nous sommes juste devenus membres pour pouvoir détruire l'Union européenne. Le résultat du sondage démontre que les gens ressentissent ça. Et c'est ça
qui me met la puce à l'oreille parce que là, on n'a pas de moyens pour s'en défendre. On n'a pas encore les moyens pour se défendre contre de tels agissements. En voilà, voilà une première ébauche par rapport à ce qui m'a notamment impressionné par rapport au sondage. Merci beaucoup, Martine. Même question, Jean-Marc, avec cette fois-ci le point de vue à la fois européen comme Martine, mais aussi le regard français sur cette nouvelle et inattendue exception française. Je trouve que cette enquête est très utile et en même temps, elle est très éclairante et puis en partie rassurante, hein. Brice Teinturier a eu raison de dire que c'était un travail de fond très intéressant et représentatif, puisque vous avez eu l'idée d'un panel de différents pays représentatifs de ce qu'est l'Union européenne dans sa diversité. Et ça, je crois que c'est très intéressant. On voit aussi les différences qui existent entre les discours politiques ou ceux de dirigeants politiques. C'est le cas, par exemple, en Pologne, où, à l'évidence, on a des dirigeants nationalistes au pouvoir, et en même temps, on a une opinion publique. Mais ça ne me surprend pas vraiment, que ça correspond, je crois, à la réalité de la société polonaise, qui est beaucoup plus diverse qu'on ne dit, et notamment, on le voit, on commence à le voir d'ailleurs dans les résultats électoraux, et qui perçoit l'Union européenne comme positive. Donc, il faut s'en réjouir, même s'il faut évidemment être d'une très grande vigilance concernant les atteintes à l'état de droit. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut sans doute être encore plus ferme qu'on l'a été à l'occasion du plan de relance. Moi, je trouve que cette étude a un caractère pédagogique, parce qu'on part d'abord d'un mot auquel on ne donne pas tout à fait le même sens d'un pays à l'autre. Et donc, c'est intéressant, de question en question, de voir que l'on progresse, parce qu'à la fin, et je reprends mon propos du début, c'est bien l'articulation entre souveraineté nationale et souveraineté européenne qui se conjuguent. Et d'une certaine façon, il y a adhésion au renforcement des deux. Alors si on voit au cours du sondage des nuances ou des contradictions, on le voit notamment en France, en Espagne, en Italie, par rapport à la question de l'Union européenne, derrière le mot souveraineté, je crois qu'il faut y lire aussi une certaine déception, ce que Martine vient de dire, notamment par rapport aux politiques qui ont été pratiquées dans les années passées, notamment lors de la crise de l'euro, et pas seulement la crise grecque. Et donc, il y a une forme de ressentiment et de déception à l'égard de l'Europe qui s'exprime. On le voit notamment en Italie, où il y a la montée de l'extrême droite s'est traduite aussi par une hostilité à l'Union européenne, qui est en train de changer en ce moment. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais indiquer que depuis le Brexit, c'est le cas notamment en France, on n'entend plus vraiment les partisans de la sortie de l'Union européenne. Ceux qui disaient qu'il faut faire un Frexit, aujourd'hui, on ne les entend plus du tout, même Marine Le Pen. On n'entend plus non plus la proposition de sortir de l'euro ou d'abandonner l'euro. Que ce soit à l'extrême droite ou à une partie de l'extrême gauche, c'est un thème qui résonne beaucoup moins. Et on a pu constater une certaine adhésion nouvelle, je ne sais pas si ça sera durable, à l'égard de l'Union européenne au moment de la crise qui n'est pas terminée, la crise sanitaire du Covid, avec les conséquences économiques qui ont conduit l'Union européenne à adopter un plan de relance complètement novateur et en rupture avec tous les principes qui étaient jusqu'à présent en vogue, et notamment l'idée d'emprunter pour financer ce plan de relance, et l'idée aussi de transférer une partie du financement du plan de relance, non pas sous forme de prêt, mais sous forme de don. Et donc là, il y a un vrai tournant. La question, c'est de savoir, est-ce que ce tournant va être durable? On pourra y revenir dans le débat. Mais dans cette crise, l'Union européenne a fait face et d'une certaine façon a montré sa capacité à garantir au peuple européen dans cette crise qui nous menace encore, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique et social, que l'Europe pouvait être protectrice. Et ça, c'est une question très importante pour les opinions publiques et pour les peuples. Donc, d'une certaine façon, en marchant, en avançant, on résout une partie de la question. Donc moi, je trouve que cette enquête est tout à fait encourageante et stimulante, et elle nous éclaire notamment sur les priorités que nous disent les personnes qui ont été sondées. En premier lieu, la prospérité économique, bien sûr. En deuxième lieu, on voit la question de la défense et de la sécurité. Et puis, on voit également, en très haut niveau, l'autonomie stratégique alimentaire et sanitaire,
la question climatique, notamment de l'énergie, et puis la question des frontières, et la question de l'adhésion et de la protection au modèle politique européen et des valeurs de l'Union européenne. Donc, on voit bien qu'il y a un socle qui rassemble. Et donc, la traduction de la mise de cette aspiration, on voit qu'elle se conjugue à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. En tout cas, pour les partisans de l'Union européenne, c'est un encouragement à encore avancer davantage en articulant bien les deux, en conjuguant les deux, et je crois que c'est intéressant aussi de ce point de vue. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je crois qu'effectivement, quand on regarde les résultats globalement au niveau européen et qu'on croit à la construction européenne et à un renforcement de la souveraineté européenne, ces résultats sont des résultats tout à fait encourageants quand on voit que les Européens considèrent à la fois que c'est déjà une réalité, mais que c'est davantage encore une perspective souhaitable et qu'il y a une certaine convergence autour de l'idée que la souveraineté européenne est d'abord une réponse aux défis globaux que doit affronter l'Union, à la fois la crise sanitaire d'aujourd'hui, mais aussi la crise climatique et la menace terroriste. Tout à l'heure, Martine disait qu'il n'avait pas été surpris par les résultats français et par les résultats allemands. S'agissant des résultats français, on voit, c'est bien parce que Martine connaît à la fois très bien la France tout en étant un peu extérieur. Nous, je ne sais pas si Brice partage et Jean-Marc le même sentiment, nous qui sommes davantage plongés dedans, peut-être que précisément parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, mais je dois dire que moi j'ai été surpris par les résultats français. J'ai été très surpris par les résultats français. Il y a quelque chose que je n'avais pas senti, c'était à quel point l'imaginaire monarchique restait puissant dans le pays. Et je dois même dire que si nous n'avions pas ajouté, et on l'a fait complètement à la fin, si on n'avait pas ajouté une question ouverte, qui est la première question qu'on a posée, mais qu'on a décidé de poser à la fin. Quel est le mot, quelles sont les idées qui vous viennent lorsque on vous dit le mot souveraineté? On n'aurait pas perçu à quel point cet univers monarchique était puissant. Vous le voyez dans le nuage de mots. Hein, le mot roi est énorme. Il n'y a aucun mot équivalent lorsque l'on pose en taille, lorsque l'on pose la question aux Allemands. Et sur les 11 premiers mots qui sont le plus cités, il y en a plus de la moitié qui renvoient d'une manière ou d'une autre à cet univers monarchique. Donc, peut-être que ce n'était pas surprenant pour toi, Martine, qui connaît bien le pays, mais qui nous regarde un peu de l'extérieur. Je dois dire que pour nous, ça a été une surprise et que cette réponse est extrêmement éclairante pour l'ensemble de l'enquête et de la compréhension de cette singularité française. Si on en vient maintenant, au-delà des concepts, à la réalité, c'est-à-dire aux champs dans lesquels la souveraineté européenne peut se déployer, aux obstacles qu'elle rencontre, au contexte dans lequel elle s'insère. Jean-Marc Ayrault disait tout à l'heure qu'il est possible que dans le rapport à l'Union européenne, nous sommes en train de vivre un tournant, c'est-à-dire que quand on voit que, y compris les extrêmes droites en Italie ou en France, ne sont plus sur des positions aussi radicales qu'elles l'étaient il y a quelque temps, et l'entrée de la Ligue dans le gouvernement de Mario Monti de Draghi en est évidemment l'illustration la plus récente. Quand on vient donc à ce deuxième volet sur la souveraineté européenne comme perspective, comme réalité concrète, quelles sont, encore je repose la question, et à Martine et à Jean-Marc, les principales conclusions que vous tirez, les principales leçons politiques comme sociodémocrate que vous pensez qu'il faut tirer de cette enquête? Wer beginnt? Jean-Marc oder ich? Donc, c'est à moi en premier? Oui. Oui. Ja. Okay. Der Begriff der Souveränität ist in Le Deutschland. terme de la souveraineté en Allemagne est connoté différemment qu'en France. Cela découle clairement du sondage. Alors, la démocratie monarque
environ 300 fois rois ont été cités à titre de réponse spontanée en Allemagne. Je ne sais pas combien de centaines de fois. C'était l'indépendance qui a été citée. Tout ça, ça a des causes historiques. Et c'est pour cela que je voudrais encore faire une remarque par rapport à ces causes historiques. La France, pour sa part, c'est un pays, la nation française, dans sa manière de s'autodéfinir, a une histoire sans interruption. La Cinquième République et la Cinquième République, 4 républiques qui en étaient les prédécesseurs et l'histoire du développement de la France au cours des 200 dernières années. C'était une histoire qui a été marquée par un renforcement de son propre rôle tout en élargissant sa souveraineté ou en défendant sa souveraineté contre, il faut le rappeler, contre 2 attaques allemandes contre la France. Voilà, il s'agissait de maintenir la souveraineté. Alors, c'était d'une part une république marquée de par une tradition république. Par ailleurs, c'est une république qui a été attaquée à 2 reprises, soit dit en passant, a été attaquée par l'Allemagne à 2 reprises. Donc, cela ne me surprend guère qu'en France, un terme comme souveraineté ait cette connotation gloriole du passé, et puis le propre développement que l'on a connu au cours des 200 ans qui viennent s'écouler. En Allemagne, c'est différent. En 1900, il n'y en avait plus. Seulement en 1949, on a commencé à regagner cela petit à petit. La République n'en avait pas. C'était bon, la RDA était un État satellite dirigé de par la Russie. C'était petit à petit que l'on a pu regagner la souveraineté. Seulement après, on est devenu un État indépendant. Et après la réunification allemande en 90, regagner la souveraineté allemande, ça dépendait de l'accord 2+4. Donc, cela dépendait du consentement des forces de l'occupation après la Deuxième Guerre mondiale. Ça aussi, c'était un acte de l'indépendance. En 90-91, l'Allemagne est devenue indépendante. Je suis à Berlin dans mon bureau. Jusqu'en 90, il y a eu 4 secteurs à Berlin, dont un secteur français, parce que l'armée française, à l'époque, était encore présent à Berlin. Dans le secteur français, c'était un pouvoir actif. Donc, bien sûr, en Allemagne, ce terme cela est une taille de référence tout à fait différente. Cela est évident. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Eh bien, je pense que notamment, on doit mettre l'accent sur le résultat le plus important, selon moi, lorsque je pense à l'avenir de l'Europe. La souveraineté nationale, la souveraineté européenne ne s'excluent pas mutuellement. Cette thèse de l'extrême droite, notamment en Europe, était la suivante. L'Europe substitue, de par ses aspirations à la souveraineté, notre souveraineté nationale. Et donc, après, l'Europe, ça devient un amalgame de nos traditions nationales dans lesquelles on n'arrive plus à se reconnaître. C'était ça la thèse de ceux qui en France s'appelaient les souverainistes, donc ceux qui défendaient la souveraineté nationale, donc l'identité nationale contre une attaque européenne. Maintenant, si on constate que la plupart de ceux qui ont fait l'objet de l'enquête disent on peut faire les 2 choses à la fois, garder sa souveraineté nationale et ajouter à titre additionnel la souveraineté européenne, là où on n'arrive plus à se protéger seul. Et c'est le cas lorsqu'on parle du changement climatique, du commerce international, politique financière, voilà, dans cette concurrence avec des systèmes autoritaires, la Chine, la Fédération russe, ou bien il faut se souvenir quelques mois en arrière, dans un pays dirigé par Trump comme les États-Unis, eh bien, la défense de notre modèle démocratique de
pas la force économique. Et voilà, là, il faut que l'on soit à même de se défendre comme un global player européen contre le sapement de son système de valeurs démocratiques. Beaucoup de personnes n'ont pas, avec cette précision avec laquelle j'explique les choses, l'ont ressenti. Et donc, beaucoup de citoyennes, de citoyens, par rapport à leur bonne volonté de combiner ces deux éléments, ils sont beaucoup plus en avance que certains gouvernements dans certaines capitales. Donc, j'espère que ça va être la voie que l'on va suivre aussi lors de cette conférence consacrée au sujet de l'avenir de l'Europe. Il ne faut pas que ça aille l'un contre l'autre, l'échelon national contre l'échelon européen. Il faut qu'il y ait là l'échelon national où c'est possible et il faut que l'on y ajoute là où c'est possible et utile l'aspect européen. Si on va dans ce sens-là, on peut tirer une leçon très positive de ce sondage et très utile notamment. Merci beaucoup, Martine. Je vais redonner la parole à Jean-Marc pour revenir sur cette même question, non plus du concept, mais de la réalité. Peut-être en te demandant, Jean-Marc, de rebondir sur ce que vient de dire Martine et qu'il avait déjà développé dans sa première intervention, c'est-à-dire tout en se réjouissant de la complémentarité pour les opinions européennes entre souveraineté nationale et souveraineté européenne, de ce qu'il appelle la nécessité d'un ordre de compétences, ce que l'on appelle parfois la subsidiarité. Comment ça s'articule, cette souveraineté européenne, avec cette idée d'un ordre de compétences et d'une souveraineté? On voit bien que c'est autour de ces questions que tournent les préoccupations des citoyens de l'Europe. En particulier chez les Français, c'est clair que cet aspect n'est pas négligeable. Mais juste un mot avant de développer, revenir un peu sur la question de l'héritage historique. Et Martine a raison d'inscrire cette discussion aussi dans une approche historique de chacune de nos nations. L'Allemagne, Martine vient d'en parler, la France, qui s'est toujours vue et qui se voit sans doute encore comme nation à vocation universelle, hein, toujours membre du Conseil de sécurité, donc avec une autonomie de défense, l'arme nucléaire, etc. Donc je pense que cet héritage d'une nation unitaire pèse effectivement dans notre imaginaire. Et c'est pour ça que la question de l'Europe est à regarder aussi de ce point de vue. L'Europe a été longtemps perçue comme finalement le prolongement de cette ambition universaliste de la France. François Mitterrand avait trouvé d'ailleurs une formule, il disait la France est notre patrie et l'Europe est notre avenir. Et on a pendant longtemps pensé que l'Europe c'était la France en grand. Et après on a buté sur des réalités, sur des contradictions, sur des déceptions qui ont fait qu'il y a eu cette hésitation française, je l'ai mentionné, Maastricht d'un côté, c'est le oui, et puis le référendum de 2005, c'est le non. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer à nouveau, et cette enquête nous le montre et nous encourage, mais elle nous encourage à agir et à ne pas manquer les rendez-vous qui sont devant nous. Je pense que c'est ça la question. Alors, faut-il, comme Martine vient de le dire, remettre à plat, pour reprendre le concept qu'avait inventé Jacques Delors, de fédération d'États-nations, c'est-à-dire ce qui relève d'une dimension un peu fédérale, qui pourrait être celle de l'Union européenne, et puis d'une autre qui revient à chaque nation, de compétences qui pourraient être transférées d'un côté et retransférées de l'autre. Mais ça veut dire remettre à plat tous les traités existants, c'est un travail de longue haleine. Donc je ne sais pas si on est en mesure, je le dis très franchement, de le faire maintenant, même si la question se pose, et que la question de l'État, de la fédération d'États-nations, pour moi, reste toujours d'actualité. Mais on va buter sur des rendez-vous très concrets. Vous voyez la demande de sécurité des citoyens européens. La peur du terrorisme, la menace réelle du terrorisme, mais aussi d'autres menaces sécuritaires, la cybersécurité qui, bien sûr, fait partie des grandes préoccupations. La question de la défense européenne, de l'autonomie stratégique, pour reprendre l'expression qui est de plus en plus employée dans ce domaine, par rapport à un certain éloignement américain, même si l'Alliance atlantique, qui reste toujours d'actualité, est utile et indispensable, n'empêche que
on voit bien que cette question de la défense est une question importante. Et qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent? Est-ce qu'on va renforcer cette ambition de développer une autonomie stratégique en matière de défense, avec un prolongement des programmes qui ont déjà été adoptés en matière d'investissement, notamment dans les systèmes d'armement, ou est-ce que ça va stagner? Et là, on voit bien qu'on va avoir un débat. Et ce débat, il sera aussi entre les Français et les Allemands. Et donc, cette enquête nous éclaire aussi, d'un côté, plus d'indépendance, mais de l'autre côté, quand il s'agira de passer à l'acte d'une intégration plus grande de nos systèmes de défense, est-ce que ça marchera? Est-ce qu'on sera prêt? Donc, c'est une question. Mais ça vaut pour d'autres domaines. Je prends une autre préoccupation. Qu'est-ce qui va se passer concernant les traités budgétaires? Quand j'étais Premier ministre, la France a adopté le traité budgétaire. Ce n'était pas sans débat extrêmement vif dans notre pays, puisque là, on transférait une grande partie de notre souveraineté, et notamment concernant le contrôle des budgets et de la dépense et des recettes votées par chaque pays et chaque Parlement national. Et donc, on se mettait encore plus sous le contrôle de Bruxelles, comme on dit. Eh bien, là, il y a eu une rupture avec ça. Toutes les règles budgétaires, les 60% de dette, les 3% de déficit budgétaire ont été remis en cause par la crise sanitaire et la crise économique qui l'accompagne. Et c'est le plan de relance. Alors, c'est une mise entre parenthèses de ces règles budgétaires, mais une fois la crise passée, est-ce qu'on va revenir à la norme ancienne ou pas? Alors que je pense vraiment qu'il faudrait la faire évoluer et qu'il faudrait sans doute, si on veut répondre à la première ambition qui est traduite dans ce sondage, c'est-à-dire plus de prospérité économique, un poids plus grand de l'Union européenne concernant le domaine économique, je crois que cette question va être devant nous. Donc, on avance et en même temps, à chaque étape, à chaque nouvelle crise, il y a une menace, il y a un risque. Jusqu'à présent, nous avons surmonté ces risques et ces menaces. Maintenant, je pense qu'il faut revenir aux réalités. Et les réalités sont celles-là. Elles vont nous rattraper au galop. Et il ne faut surtout pas qu'on manque ce rendez-vous, comme on ne doit pas manquer le rendez-vous climatique. Je prendrai un exemple très, très concret pour illustrer mon inquiétude. Que va-t-on faire concernant la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne? Est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on ne va pas le faire? Ça va être une question très concrète qui pourra être l'occasion de manifester très concrètement l'attente des Européens dans cette enquête, qui est plus de souveraineté. On pourrait dire, faisons cette taxe aux frontières de la France ou aux frontières de l'Allemagne, mais là, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, la question de la souveraineté européenne se pose, mais elle se pose concrètement. Donc, maintenant, je pense qu'il va falloir passer au-delà des grandes réflexions théoriques pour l'exercice pratique. Merci Jean-Marc. Alors, avant que vous concluiez l'un et l'autre cette deuxième partie et que les participants puissent directement vous poser des questions, je crois que Brice voulait faire une courte intervention. Je ne sais pas si Sabine veut le faire aussi, qu'elle me fasse dans ce cas-là un petit signe. Mais Brice, et puis après, on revient vers Jean-Marc Ayrault, puis vers Martin Schulz pour conclure cette deuxième partie. Je vais être très court. Je voudrais juste rappeler que nous avions réalisé avec Gilles Finkelstein, à l'époque c'était Euro-RSCG, il y a une vingtaine d'années, une enquête assez formidable sur les valeurs des Européens. Je ne sais pas si Gilles s'en souvient, mais les conclusions de cette enquête disaient très clairement que les Européens avaient véritablement un socle de valeurs communes. On avait aussi interrogé les États-Unis, les Américains et d'autres pays. Donc il y avait un socle de valeurs communes qui cimentait les Européens, mais qui l'ignorait. Il n'en était pas conscient à ce point. Et à l'époque, quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui me frappe dans l'enquête d'aujourd'hui, c'est que la question des valeurs n'est plus le sujet, me semble-t-il, majeur. Quand on voit véritablement ce que les populations interrogées nous disent qu'il faudrait que l'Europe ait pour être véritablement souveraine, c'est ce que Jean-Marc Ayrault a rappelé il y a un instant, ce qui est très frappant, c'est quand même cette idée d'économie prospère, mais également de capacité à avoir une politique de sécurité et de défense commune, à être capable de garantir une production autonome, etc. Donc je trouve que ça en dit beaucoup sur l'évolution de notre monde ces 20 dernières années, sur l'évolution de l'Europe. Non pas que la question des valeurs soit secondaire, c'est aussi cité mais à un niveau intermédiaire dans l'enquête, mais sur le degré de menace. Et finalement, pour que l'Europe s'en sorte, et pour que ce ciment de valeurs ne s'effrite pas devant le choc des réalités, il faut que l'Europe tout simplement soit forte. Et elle est attendue sur les critères que l'on voit très bien dans cette enquête,
des critères de prospérité économique, mais aussi des critères de sécurité, de capacité à sécuriser tout simplement la vie des Européens. Merci, merci beaucoup, Brice. L'enquête à laquelle tu fais allusion date, si ma mémoire ne me trahit pas, de 2004. Elle s'appelait « Est-il possible de rencontrer un Européen ?» La réponse était oui. Les Européens existent, mais ils ne le savent pas. Voilà. Ils ne le savent pas complètement. Et donc, 15 ans après, 17 ans après, on revient là-dessus. Peut-être pour terminer cette deuxième partie, donc en 3 minutes chacun, il y a des élections présidentielles dans un an en France, il y a des élections législatives un peu plus tôt en Allemagne. Quelle est, comme social-démocrate l'un et l'autre, la leçon que vous tirez? À la fois, est-ce que le mot de la souveraineté européenne est un bon mot à utiliser dans le débat public, et est-ce que et sur quoi faut-il insister dans les mois qui viennent? Cette fois-ci, on le fait dans l'ordre inverse. Donc, Jean-Marc Ayrault et puis Martine pour conclure. Je pense que le climat dans lequel va se dérouler l'élection présidentielle en France, c'est l'année prochaine. Cette année, c'est l'élection en Allemagne, l'élection au Parlement fédéral. Donc, tout dépendra de la manière dont on va sortir de la crise sanitaire. Est-ce qu'on sera sorti de la crise sanitaire en septembre au moment des élections allemandes? Ça change tout. Le climat politique n'est plus le même si on est encore dans les problèmes de vaccins, de contamination, de confinement ou pas. D'ailleurs, le jugement des électeurs portera aussi sur la manière dont les dirigeants ont géré cette crise, la question de la protection des populations et la sortie de la crise sanitaire. Et puis, il y a aussi la dimension économique et sociale. Dans quelle situation serons-nous en Allemagne, en France, en Europe? Est-ce qu'on aura des perspectives, je dirais, plutôt encourageantes, ou est-ce qu'au contraire, on sera au milieu d'une crise douloureuse quand on sortira des systèmes d'aide et de protection d'urgence qui ont été mis en place dans tous nos pays, et à juste titre. Donc ça, c'est un élément de contexte qui est très, très important. Ça changera naturellement, automatiquement, le climat politique, la tonalité. Ce que je crois quand même, c'est que ce qui a été, notamment pour l'élection présidentielle précédente, entre le candidat Macron, devenu président de la République, et Marine Le Pen, où la question de la sortie de l'euro, la sortie des traités pour Mélenchon, le Brexit, le Frexit, etc., je pense que, sauf accident politique qui pourrait survenir au niveau européen, on ne sait jamais. On a réussi à voter ce plan de relance, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le climat sera sans doute différent, mais par contre, il sera très exigeant sur le contenu, sur ce qu'il faut faire, sur ou ne pas faire. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure les rendez-vous qu'il faut évidemment ne pas manquer, hein, sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan de la sécurité. Je pense qu'en effet, il faudra vraiment qu'on soit à la hauteur. Donc, en tant que social-démocrate, je dirais que c'est ça que j'attends. C'est-à-dire qu'on crée des politiques publiques, on développe des choix politiques qui soient rassurants pour les peuples, qui se sentent protégés. Et je trouve que Brice Tinturi a eu tout à fait raison, que ce qui, au fond, est fédérateur aujourd'hui en Europe, c'est la menace. Hein, et par rapport à la menace, aux différents types de menaces qui existent, compris ce que j'ai appelé tout à l'heure le désordre du monde, l'Europe, ces derniers temps, est apparue comme un potentiel de protection qu'on n'avait pas forcément connu les années précédentes. Mais je ne veux pas être trop optimiste. Hein. On sera jugé sur les actes. Les Européens seront jugés sur les actes et les formations politiques sur ce qu'elles sont capables de proposer, et pas seulement sur des débats théoriques. Donc les rendez-vous sont devant nous. On a vécu beaucoup de désordre international avec l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, on revient dans un climat de plus de coopération avec l'élection de Joe Biden. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont derrière nous, ils sont devant nous. La question commerciale, les relations avec la Chine, la question de la sécurité au Moyen-Orient, la question de l'Iran, etc. Enfin, on voit bien que nous avons devant nous énormément de sujets. Mais là, d'une certaine façon, Trump a rendu service à l'Union européenne. Il a pris pour cible l'Europe
dès le début, dès son élection, et au fond, les Européens ont plutôt réagi positivement. Ils ont tenu bon. Et ils ont tenu bon dans la crise, dans la tempête, et je crois que s'ils continuent de tenir bon et avec des propositions audacieuses et innovantes, alors effectivement, je crois que nous pouvons revoir à nouveau l'avenir de l'Union européenne avec confiance. Martine, même optimisme en conclusion? Ja, eindeutig. Oui, en effet. Je suis de toute manière une personne optimiste et les personnes qui ont travaillé tellement longtemps dans l'Union européenne, dans les institutions de l'Union européenne et qui ne sont pas optimistes, doivent abandonner, très franchement. J'ai jamais perdu mon optimisme à travers toutes les crises que l'Europe a traversées, car en fin de compte, je crois qu'en Europe, c'est toujours le pragmatisme qui domine en Europe et aussi dans les questions actuelles. Il y a toujours cette ouverture de défendre et cette volonté de défendre nos valeurs communes, démocratiques, etc. Mais il est clair aussi, plus nous sommes forts économiques, plus nous sommes compétitifs avec d'autres régions du monde et au niveau global, car nous sommes évidemment aussi dans une concurrence économique avec d'autres régions du monde, la Chine, les États-Unis, etc. Plus nous sommes capables de ne pas sacrifier nos principes écologiques, sociaux, etc. à l'économique, plus nous sommes forts. Et c'est toujours le cas. Et nous sommes toujours en concurrence dans ce sens avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, puisqu'ils n'ont pas de normes sociales, écologiques, puisqu'ils ne garantissent pas les droits fondamentaux, etc., ne sont pas aussi forts que nous. Si l'exploitation sans limite mène à une plus grande force économique, contrairement à des pays qui défendent le droit des syndicats, etc., eh bien, je suis convaincue que la population le sent et le sondage le montre, une économie forte, mais aussi des valeurs sociales non seulement une protection à l'intérieur, mais aussi au niveau mondial, à l'extérieur. Ça doit être notre modèle pour rendre notre modèle compétitif aussi vis-à-vis de ceux qui sont perçus que les ennemis de la démocratie, qui ne sont pas perçus comme des systèmes sociaux et qui nous menacent. Ça, c'est plutôt une conclusion positive de ce sondage, que la population, que les personnes interrogées le voient de la même manière. Et en ce qui concerne les campagnes électorales en Allemagne et en France, eh bien, Jean-Marc a déjà souligné la situation tout à fait particulière de la crise sanitaire, qui aura absolument un effet décisif sur les campagnes électorales et sur les compositions de l'Assemblée nationale et du Bundestag de l'avenir. Mais à côté de ce sujet, Angela Merkel ne sera plus candidat. Ça, c'est décisif en Allemagne. N'oubliez pas que quand la chancelière a commencé son mandat, Jacques Chirac était le président de la République française et Dominique de Villepin était le Premier ministre à l'époque. C'est presque comme si on parlait de la Troisième République, excusez-moi, tellement cela fait longtemps qu'elle exerce son mandat. Elle a vu Jacques Chirac, François Hollande, Sarkozy et maintenant Emmanuel Macron. Et maintenant, pour la première fois en Allemagne, après 16 ans, les Allemands sont confrontés au départ de Madame Merkel. Donc, qui, à partir de maintenant, pourra négocier avec Poutine, avec Xi Jinping, avec Erdogan et avec tous les autres? Ça sera vraiment un point décisif pour la campagne électorale en Allemagne, puisque pour nous, au Lachel,
qui est ministre de Finances, qui a une renommée internationale, qui sont notre candidat, pourrait peut-être un leader. Donc, nous, en tant que sociodémocrates, aurons peut-être une bonne chance, mais ça sera en tout cas un aspect très important à côté de la question de l'avenir. C'est le troisième aspect le plus important d'Olaf Scholz, c'est l'Europe. Olaf Scholz se présente comme candidate, c'est le respect et le façonnement de l'avenir écologique et technologique et puis l'Europe. Voilà pourquoi ce sondage arrive vraiment au bon moment juste pour nous en tant que sociodémocrates en pleine campagne électorale en Allemagne. Merci beaucoup, Martine. Je vous propose de passer au dernier temps de ce webinaire, qui est un temps avec les participants. Il y a encore un peu plus de 300 personnes qui sont devant leur écran. Beaucoup de questions nous sont parvenues. Donc, elles sont modérées par Katrina et par Roman. Donc, je donne la parole peut-être à Katrina, qui va se faire l'interprète des questions de celles et ceux qui sont devant leur écran. Katrina, tu as la parole. Merci beaucoup, Gilles. Le chat était très intéressant à suivre. Il y a eu beaucoup de commentaires et de questions. Dans un premier temps, je voudrais juste aborder 3 ou plutôt 4 points. Une question directe qui s'adresse à Brice. Tout d'abord, pourriez-vous prendre position? On a demandé dans quelle mesure vous avez également fait une différence entre les genres au sein du sondage. L'idée est de savoir, c'est que les femmes sont en règle générale plus positives vis-à-vis des questions concernant l'Europe. En ce qui concerne les questions politiques, il y a 3 points que je voudrais souligner ici. Nous avons déjà discuté de la signification des valeurs pour la souveraineté européenne. C'est exactement ce qui se reflète aussi dans les questions dans le chat. On pose la question de savoir quelle signification a la défense des valeurs de droit et des principes de droit à l'intérieur et à l'extérieur. La question est posée car c'est plutôt dans le centre, ce n'est pas c'est-à-dire au milieu des priorités et non pas partie les premières questions et priorités données. Quels sont vos sentiments et comment améliorer cette situation, à savoir comment faire justement faire augmenter cette priorité, surtout du point de vue démocratique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la question de savoir qu'est-ce que le Covid quel est l'effet du Covid-19 sur la souveraineté européenne, surtout en ce qui concerne les problématiques autour de la campagne de vaccins. Quel effet sur la perception interne de la souveraineté européenne, mais également des autres pays et aussi de la concurrence au niveau mondial. Alors, quel effet de la COVID-19 sur la souveraineté européenne, ou plutôt de sa perception? Le troisième point est un peu plus complexe. Il s'agit de le changement des souveraineté. La question ici est que comment obtenir une meilleure acceptation
l'acceptation de l'Europe, mais en même temps organiser nos institutions pour qu'on peut renforcer les compétences, pour être plus efficace, plus efficiente, agir de manière plus efficace. C'est lié à la question du Parlement. Comment renforcer le rôle du Parlement européen? Comment créer un public européen réel? Et la question a été aussi posée Ursula von der Leyen n'a pas été élue par un mandat direct. Comment justement obtenir une élection directe? Et puis, je reviens à la question du souverain. Et il ne faut pas l'oublier. Qui est le souverain au niveau européen? Comment peut un souverain européen peut réellement défendre l'Europe à l'intérieur et à l'extérieur s'il n'est pas élu directement, etc. Voilà les 3 questions auxquelles je voudrais avoir des réponses. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Katrina. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de questions sur beaucoup de sujets qui sont des questions compliquées. Ce que je vais vous demander à tous, c'est de ne pas répondre chacun à chacune des questions, mais de choisir celles auxquelles vous répondez et pour qu'on puisse avoir plusieurs allers-retours avec celles et ceux qui sont devant nous et qui ont posé des questions, d'être aussi bref qu'il est possible. La première question sur y a-t-il des différences de genre dans l'analyse de ces résultats, elle est posée à Brice. Donc, Brice, tu as la parole. Alors, d'abord, nous avons la réponse parce que la variable, évidemment, est contrôlée. Donc, tout cela existe dans nos fichiers. Je n'ai pas tous les éléments, pour être parfaitement honnête, là, en tête. Ce n'est pas une variable qui figure parmi les variables les plus discriminantes. Malgré tout, il n'y a pas d'écart substantiel entre les réponses des hommes et les réponses des femmes. Le critère qui est plus discriminant, c'est le critère de l'âge. Je ne l'ai pas commenté, mais vous l'avez peut-être vu passer sur un certain nombre de slides. En général, les plus de 50 ans et voire même les plus de 60 ans sont beaucoup plus favorables à l'idée de souveraineté européenne. Et puis, c'est le critère également politique, où il y a également plus d'adhésion, sans surprise, mais aux sympathisants du centre, à ceux qui se positionnent au centre ou au centre droit autour des concepts de souveraineté. Et sur la souveraineté européenne, c'est partagé entre centristes et centre-gauche et centre-droit. Donc, ce n'est pas le genre qui est la variable la plus discriminante sur ce type d'attitude. Merci beaucoup, Brice. Alors maintenant, je me tourne vers Jean-Marc Ayrault et vers Martin Schulz sur les 3 autres questions qui ont été posées par Katrina. Peut-être Jean-Marc pour commencer. Oui, je voudrais dire un mot sur la crise du Covid, parce que là, on a bien vu on le voit là, dans les réactions dans l'opinion publique à l'égard de la politique concernant les vaccins. Puisque d'un côté, on a Boris Johnson au Royaume-Uni qui a mené sa campagne de vaccins et d'achat de vaccins de façon totalement autonome, et donnant l'impression qu'il avait plus de capacité, et que certains en Europe disent chacun aurait dû faire de la même façon, chacun chez soi dans son pays. Et finalement, il y a eu quand même un réflexe, je trouve, positif, c'est de continuer à agir ensemble au niveau européen. Parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on se retrouverait dans des disparités absolument phénoménales. Ça ne veut pas dire que la campagne de vaccination est bien conduite dans chacun de nos pays. Il y a énormément de critiques à faire, c'est vrai. On pourrait sans doute beaucoup améliorer les choses. J'espère que ça sera le cas dans les semaines qui viennent. C'est en train de bouger. Mais c'est quand même très important d'évoquer ce point parce qu'il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé lorsque la crise du Covid s'est déclarée. On a bien vu qu'on manquait de masques, qu'on manquait d'appareils respiratoires, qu'on manquait de tout finalement, même de Doliprane par certains jours. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'une grande partie de la production de médicaments ne se faisait plus du tout en Europe, surtout en Inde ou en Chine ou ailleurs, et la même chose pour le reste de questions liées à la santé. Donc se pose aujourd'hui la question, non pas de tout rapatrier forcément en Europe, mais en tout cas d'avoir une vraie politique européenne en matière de gestion de crise sanitaire, et d'être capable d'anticiper et d'être capable au fond, pourquoi pas, d'imaginer un Airbus du médicament.
Et en tout cas, cette question, elle est vraiment posée et de façon très concrète. Et dans les campagnes électorales qui vont avoir lieu prochainement, notamment en France et en Allemagne, il est clair que cette question va revenir. Donc il faut qu'on soit sur ce plan-là totalement exemplaire et convaincant. Parce que là, on ne sera plus dans la théorie, qu'est-ce qu'est la souveraineté nationale, qu'est-ce qu'est la souveraineté européenne. Il va falloir apporter des réponses concrètes et des réponses convaincantes. Merci Jean-Marc. Alors Martine, maintenant tu as les deux questions qui ne sont pas les plus faciles. Qui est le souverain européen et comment on fait pour que dans la hiérarchie de nos priorités, la défense des valeurs, la défense des droits à l'intérieur comme à l'extérieur soit plus importante? Schwierige Frage. C'est une question difficile à laquelle on ne peut pas répondre en une seule phrase. Je reviens à la question de Karina. Il faut se concentrer sur une question de l'ordre des compétences et du rôle du Parlement européen, car je dispose du maximum d'expérience dans ce sens. En ce qui concerne la priorité des compétences, Jean-Marc Ayrault et moi ont tous les deux des expériences en tant que maire et aussi en tant que comme politique internationale. Et sur les deux niveaux, je tire la conclusion suivante. Plus on est proche des citoyens quand on prend une décision, plus on a les chances de faire accepter cette décision. Plus on est éloigné, moins il y a la possibilité d'être faire accepter nos décisions. À savoir, il faut organiser les compétences pour qu'un maximum de décisions soient prises au niveau local. Évidemment, les politiciens n'aiment pas l'entendre. À Bruxelles, il y a 50% des personnes qui veulent une dérégulation de la gestion des eaux, par exemple. Et il y a 50% qui veulent une qualité unique pour la qualité de l'eau en Europe. Et entre les deux, il n'y a rien. Pourquoi il faut décider à Bruxelles de la qualité de l'eau sanitaire? C'est la Loire-Atlantique ou la région de Nantes qui sait elle-même décider sur sa qualité d'eau. Mais la question à savoir, est-ce que nos océans vont survivre? Est-ce que nous pouvons lutter contre le changement climatique pour éviter que le niveau des mers augmente pour qu'il n'y aura pas d'inondation permanente des littoraux du littoral européen? Eh bien, cela ne peut s'organiser au niveau européen. C'est dans ce sens-là que nous devons organiser notre priorité des compétences, à savoir tout ce qu'on peut organiser au niveau local ou régional doit se faire à ce niveau. Sinon, toutes les questions qui doivent être traitées à un niveau supérieur, il faut le traiter au niveau supérieur. Je dirais, mon sentiment me dit que si on repasse les compétences à vous, aux citoyens, mais vous devez aussi soutenir les structures européennes. Eh bien, je suis sûre qu'il y aura un consentement au niveau des citoyens européens. Juste une question, une remarque par rapport à la Commission. En 2014, avec un soutien fort du gouvernement français, avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault, nous avons lancé cette initiative. Nous voulions aussi que les citoyens européens soient d'accord avec les élections de Schulz, de Juncker, etc. Et cela augmentait l'augmentation de la participation aux élections européennes. Et
car c'est finalement Macron qui a toujours parlé du renforcement des institutions européennes, a toujours parlé de la souveraineté européenne et s'est mis en opposition contre Manfred Weber, contre Franz Timmermans, etc. Et le résultat, c'est Ursula von der Leyen, qui est devenue le président de l'Europe, une décision qui a été prise à huis clos, sans consulter les citoyens. Et à mon avis, c'est une régression par rapport au renforcement du Parlement européen, causé en bonne partie aussi par le président français. Et ce n'était pas forcément nécessaire. Merci Martine. Alors, je joue mon rôle de modérateur, c'est-à-dire de gardien des horloges. Il est 11h47. Je vous propose qu'on prenne une deuxième série de questions avec Roman Bernstein et puis que chacun réponde après. Roman. Oui, beaucoup de questions. On a fait remarquer que le sondage semble montrer que les Européens ne voient pas de contradiction entre souveraineté nationale et souveraineté européenne. Donc, on a Dominique qui demande si on sait dans quel domaine les Européens seraient prêts à abandonner leur souveraineté nationale au profit de la souveraineté européenne, par exemple, pour poser face à la Chine, la Russie ou aux États-Unis. Est-ce que les Français seraient prêts à européaniser leur arsenal nucléaire? Donc, on pourrait peut-être demander à Martin Schulz s'il serait intéressé par les armes nucléaires françaises et ensuite à Jean-Marc Ayrault s'il serait prêt à les partager. Est-ce qu'il y a une deuxième question, Roman? Peut-être qu'on en prend peut-être trois. Il y a une deuxième question. Alors, les autres ont déjà été abordés en fait par les questions en allemand et en anglais. Donc, on a interrogé dans l'étude les Européens sur le besoin d'affirmer la souveraineté européenne face aux GAFAM notamment. On a Stéphane Gompers qui souligne que la souveraineté européenne ou nationale a en effet une forte composante technologique, domaine dans lequel les entreprises jouent un rôle central qui leur permet de parler d'égal à égal avec les États. Et on peut donc s'interroger comment, dans une économie libre, inciter nos entreprises à jouer le jeu de la souveraineté européenne. Merci beaucoup. Ça, il n'y a que deux questions, mais c'est des grosses questions. Alors, peut-être je commence par Brice. Est-ce que dans l'enquête, il y a des éléments qui permettent d'apporter une réponse à cette question? Les Européens jugent, c'est un peu moins vrai des Français, mais les Européens jugent que la souveraineté nationale et la souveraineté européenne ne sont pas contradictoires, mais sont complémentaires. Est-ce qu'on a aussi des éléments pour dire qu'ils sont prêts à abandonner comme élément de souveraineté nationale au profit de la souveraineté européenne, soit dans cette enquête, soit dans d'autres? Alors, dans cette enquête, non, on n'a pas d'éléments qui permettent véritablement d'aller au bout, et c'est une très bonne question, d'aller au bout de ce sur quoi, en réalité, les opinions publiques seraient prêtes à faire des abandons de souveraineté. J'ai quelques autres éléments pour la partie française, dans notre enquête annuelle Fracture française, où on a des indicateurs, justement, régulièrement sur la perception qu'ont les Français du bon partage des décisions entre l'échelon national et l'échelon européen. Et là, pour le coup, ce qui justifie encore plus la question qui est posée, mais pour le coup, on se rend compte qu'une minorité seulement de Français est satisfaite de l'équilibre actuel et qu'une majorité serait plutôt en faveur d'une renationalisation d'un certain nombre de décisions plutôt que d'une délégation accrue. Et ça rejoint aussi ce que Martin Schulz, me semble-t-il, disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises à Bruxelles et qui apparaissent comme absurdes aux yeux d'une grande partie des populations. C'est le principe de subsidiarité qui doit jouer de manière plus fine. Mais le vrai point dur, il est effectivement celui-là, c'est qu'au-delà des principes, quand on rentre dans des sujets concrets, le partage des décisions sera évidemment beaucoup plus difficile. Les abandons de souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne devront être justifiés pour être relativement bien acceptés, si tant est qu'ils soient finalement acceptés. Merci beaucoup, Brice. Pour ceux qui veulent
aller un peu plus loin dans ce que vient de dire Brice. Il y a beaucoup de données dans l'enquête que nous réalisons chaque année, la Fondation Jean Jaurès avec le journal Le Monde, le centre de recherche de Sciences Po et l'Institut Ipsos qui s'appelle Fracture française, qui est notre baromètre annuel, dans lequel cette question sur le partage des compétences entre le niveau national et le niveau européen est posée année après année et où vous avez toutes les données que vient d'indiquer Brice. Je pose maintenant là, je me tourne vers Jean-Marc et vers Martine, peut-être pour une dernière réponse, puisqu'il est 11h52, sur deux questions qui sont des questions difficiles, à la fois sur le rôle des entreprises et puis sur qu'est-ce que l'on est prêt à abandonner pour mettre au niveau national, pour mettre ça en compétences européennes et pour avoir une souveraineté européenne plus forte. On refait l'ordre de Jean-Marc, puis Martine pour terminer. Oui. Bon, moi, je crois pas au grand soir des transferts de souveraineté. Il y a déjà beaucoup de transferts de compétences qui sont intervenus. Simplement, il faut les utiliser à fond. Parce que si on prend des exemples concrets, on prend la taxation des GAFA, par exemple, la question de l'autonomie, on va dire, là pour le coup, de l'autonomie stratégique de l'Union européenne par rapport aux grandes puissances économiques que sont devenues les GAFA, qu'est-ce qu'on se donne comme capacité de résister, de tenir bon, et puis aussi d'être dans l'ambition pour l'avenir. Ça, il n'y a pas besoin de transférer des compétences supplémentaires. Exerçons celles que nous avons déjà transférées et faisons-le. Et quand on voit la difficulté qu'il y a à se mettre d'accord, en fait, le problème est politique. Et il n'est pas juridique à ce stade, en tout cas sur cette question. Et donc là, on voit bien que les intérêts des uns sont... Mais cela dit, je suis positif en même temps. L'Union européenne, c'est sans doute l'ensemble politique qui a été le plus protecteur à travers ses décisions concernant les données personnelles. La RGPD, on est seul à l'avoir mis en place, contrairement notamment aux Américains. Bon, peut-être qu'ils vont évoluer. Mais par rapport aux GAFA, on a vu récemment, je crois que c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus exactement précisément, où les grandes Amazon, pas Amazon, Facebook a voulu imposer au gouvernement démocratique ses volontés. Donc je crois que là, l'Union européenne, par son poids politique, par sa capacité à agir, peut parfaitement, sans transfert supplémentaire de souveraineté et de compétences, agir très concrètement et dans l'intérêt des Européens. L'autonomie stratégique, ça passe par des décisions de ce type, notamment dans le domaine technologique. Si on investir dans la recherche, dans l'innovation, doit être amplifié à l'échelle de chacun de nos pays, mais également à l'échelle européenne. Donc ça fait partie, à mon avis, des grands enjeux des années qui viennent, comme le défi climatique. Alors après, évidemment, la question de la défense, moi, on sait bien que la question de l'arme nucléaire est un sujet sensible. Je n'imagine pas les Allemands revendiquer de partager avec la France la décision dans ce domaine, et puis la France n'est sans doute pas prête à le faire. Mais on peut avancer. Dans le cadre de l'Alliance Atlantique, il est tout à fait possible que l'Europe se donne davantage de capacité à assurer sa propre sécurité. Et je pense que c'est vraiment une question, là aussi, qui se pose dans les années qui viennent, extrêmement politique, extrêmement complexe, c'est vrai. Il y a eu quelques avancées. Moi, je me souviens de ce que nous avons pu faire avec Frank-Walter Steinmeier lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, ce qui s'est fait récemment. Et je pense qu'on peut progresser encore, davantage. Merci beaucoup, Jean-Marc. Peut-être Martine pour, non pas pour conclure, mais pour répondre dans ce dernier tour. Martine, c'est à toi. Ja, ich kann im Wesentlichen kann ich mit dem, was ich vorher gesagt habe. Par rapport à ce que j'ai dit, je n'ai rien de nouveau à ajouter. Je partage l'estimation énoncée par Jean-Marc, mais cependant, j'aimerais accentuer un point. Il faut qu'on s'imagine, qu'est-ce qui se passe si dans l'espace de 4 ans, Trump à nouveau redevient président américain? Qu'est-ce que ça signifierait? Il faudrait juste qu'on prenne une minute pour s'imaginer cela.
Là, ce type avant-hier a à nouveau prononcé son discours. Il faut s'imaginer, dans 4 ans, il remporte à nouveau des élections présidentielles. Maintenant, c'est vrai, les Américains ont 4 ans pour s'y préparer. Nous aussi, on a 4 ans pour s'y préparer. Nous sommes dans un processus de changement. Ceux qui n'accordent guère d'importance à nos valeurs, ils sont en avance. Voilà, en Italie aussi, il a fallu accepter les choses. Maintenant, ça y est, c'est la coopération nationale, mais les autres, les adversaires ne sont pas partis. Et dès qu'ils puissent à nouveau faire valoir leur politique destructive, ils vont le faire. Donc, du point de vue économique, du point de vue écologique, du point de vue de la politique financière et de la politique sécuritaire, il va falloir que l'on collabore davantage. Pour ce qui concerne l'aspect nucléaire, je suis contre l'armement nucléaire, je suis pour le désarmement, mais je ne suis pas un artiste illusionniste non plus. Ça existe, les armes nucléaires. Ça existe en Russie, ça existe aux États-Unis, en Chine, ça existe en Grande-Bretagne et ça existe en France. Et Jean-Marc a tout à fait raison. La France, ce n'est pas en raison de l'Allemagne qui vont abandonner leurs armes nucléaires. Cependant, je dis la République fédérale d'Allemagne, dans une coopération approfondie, doit développer davantage cette politique sécuritaire, même si la France a des armes nucléaires. Dans l'OTAN aussi, on accepte cela. Donc, si au sein de l'Europe, on réfléchit davantage par rapport à la coopération, il ne faut pas que l'on parle en premier lieu des armes nucléaires françaises. C'est une vérité qui existe, comme les armes nucléaires américaines. Donc, voilà, il ne faut pas que ça devienne l'argument pour aspirer à une politique sécuritaire européenne. Peut-être un jour, la France, pour ce qui est de leur siège au Conseil sécuritaire, leur droit de veto, peut-être un jour, ils accepteront de le coordonner pour que là aussi, finalement, l'attitude européenne ait une influence sur le vote qui sera prononcé de par les Français dans le Conseil sécuritaire. Ça aussi, c'est une approche de laquelle on devrait discuter. Merci beaucoup, Martine. Il est 11h59, donc tout ça est absolument parfait. Je rajoute 2 mots pour terminer. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent retrouver l'ensemble des résultats, ils sont sur le site de la Fondation Friedrich Ebert et sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez non seulement les résultats globaux, ceux qui ont été présentés par Brice, mais vous avez une note d'analyse pour chacun des pays. On a parlé un peu plus, même beaucoup plus, de l'Allemagne et de la France. On a évoqué un peu les résultats qui sont très intéressants de l'Italie, on a évoqué un peu la Pologne, on a peu parlé, même pas du tout, de pays comme la Suède ou comme la Lettonie sur lesquels les résultats sont aussi intéressants. Donc tous ces résultats-là, avec les notes d'analyse, sont sur nos sites. S'agissant de la France, vous avez même 3 notes supplémentaires, une note d'une européenne que Jean-Marc et Martine connaissent bien, qui est Pervenche Berès, qui remet en perspective le concept de souveraineté européenne dans l'histoire récente, une note d'un philosophe qui s'appelle Francis Wolff et d'un juriste qui est Jean-Philippe Desrosiers. Donc vous avez tout ça qui est disponible sur nos sites. Et je termine par des remerciements. D'abord des remerciements pour les 400 participants qui nous ont fait le plaisir de nous suivre, des remerciements pour l'équipe de la Fondation et pour le bureau de Paris de la Fondation Friedrich Ebert et notamment Thomas Mans, Benjamin et Ute qui ont beaucoup œuvré pour qu'on organise cet événement. Et puis évidemment un dernier remerciement pour nos intervenants, pour Brice, pour Jean-Marc et puis pour Sabine et pour Martine. Merci 1000 fois à tous. Je vous souhaite une bonne journée et puis bonne lecture pour ceux qui veulent se plonger à nouveau dans ces résultats et à très bientôt pour d'autres manifestations avec la Friedrich Ebert et la Fondation Jean Jaurès. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir, tchuss. Tchuss. Au revoir. Tschüss.